Bien, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, merci de votre présence. Peut-être avant de débuter cette commission et de vous donner la parole dans quelques instants, vous dire que vous allez porter seul la charge de présenter l'ensemble des budgets liés au ministère de l'Intérieur et donc vous faire part simplement d'un regret, mais qui ne vous vise pas, évidemment, que le ministre de l'Intérieur et les autres ministres ne soient pas là ou n'aient pas pu être là. On peut comprendre les choses, naturellement, mais ça nous embête un peu, tout de même, compte tenu de l'importance des budgets qui sont en cause et sans doute d'un certain nombre de questions qui doivent être posées. Mais néanmoins, nous respectons la mission qui est la vôtre. Et donc, on va vous laisser la parole immédiatement, sachant que sur la partie très directe qui vous concerne de l'outre-mer, il y aura sans doute des questions évidemment importantes, enfin je l'imagine, mais pour le reste, bien sûr, vous ferez la présentation au titre du gouvernement, ce qui est parfaitement normal, mais il y aura sans doute aussi des questions. Voilà, monsieur le ministre, vous avez on est retransmis ou pas là? Oui, l'audition est retransmise donc sur le site internet du Sénat. Voilà, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de Gérald Darmanin, monsieur le président, mais je crois qu'il y a une bonne raison que je tiens à vous livrer immédiatement, mais vous connaissez, parce que je connais votre perspicacité, et vous savez qu'il est auditionné en ce moment même à l'Assemblée nationale sur un texte sur lequel vous avez beaucoup travaillé, ces textes notamment concernant l'immigration. Le ministre délégué que je suis à l'Outre-mer est pour autant rattaché au pôle intérieur. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé d'être devant vous. Mais je suis entouré d'une équipe formidable qui m'aidera à répondre à des questions que vous pouvez me poser après un propos liminaire si vous m'y autorisez. Et vous dire que je serai extrêmement attentif à ce qu'on puisse, connaissant votre exigence naturelle, et c'est normal, quand on est parlementaire, que l'on puisse vous apporter tous ces éléments-là. Donc vous dire, je suis très heureux d'être devant vous. Vous dire que sur cette mission immigration, asile, intégration, administration générale et territoriale de l'État, ce sont des missions extraordinairement importantes, puisque jamais, je dis bien jamais, l'État n'a eu autant besoin de sécurité, nos compatriotes besoin de sécurité, et qu'il fallait déployer des moyens pour cela. Alors, évidemment, il y a les moyens budgétaires, et puis il y a celles et ceux qui, au quotidien, mettent en œuvre cette action de protection des populations, ces femmes, ces hommes, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, on le voit, ont pour mission essentielle celle de faire en sorte que l'ordre public puisse régner. Alors, vous savez parfaitement qu'en 2023, ça a été un rendez-vous essentiel avec cette fameuse LOPMI, avec 15 milliards d'euros à la clé sur 5 ans. 15 milliards d'euros à la clé sur 5 ans pour c'est donc mieux protéger nos Français et avec une exigence, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement en affichage des crédits. Et le vieux parlementaire que je suis, c'est que c'est l'exécution qui compte. Et sachez bien que malgré la revalorisation du point d'indice qui est bien normal et de l'inflation et la prise sous plafond, eh bien, ça veut dire qu'il y aura bien cette somme-là qui sera consacrée sur les moyens de protection des Français avec 4 priorités. Renforcer la présence des forces de sécurité intérieure sur la voie publique, et on peut le constater chaque jour. Lutter contre le terrorisme, c'est un combat de longue haleine et qu'il faudra malheureusement poursuivre encore pendant de longues années. Conforter l'administration territoriale, je prendrai quelques exemples. Et puis, le grand rendez-vous que chacun attend, c'est celui des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, pour lesquels, en intergouvernemental, eh bien, vous savez que la mobilisation est totale. Alors, pour les menaces diverses, multiples, il y a un effort sur les forces de sécurité intérieure partout sur le territoire. Déjà, sur la voie publique, on a doublé, je dis bien doublé sur la voie publique, la présence de forces de sécurité, notamment par la fin des gardes statiques. C'était un débat permanent en regardant évidemment que ces forces statiques n'étaient pas suffisamment efficaces. Et donc, il y a eu une substitution de ces personnels actifs par des personnels administratifs. Je crois que c'est une demande qui a été réitérée par nos deux chambres. Et le ministère, et en particulier Gérald Darmanin, il a donné, me semble-t-il, une vraie crédibilité. Donc, le chiffre, c'est 2850 forces de sécurité intérieure nouvelles, des FSI qui ont été déployées en 2023. C'est-à-dire que sur 5 ans, ce chiffre mérite d'être souligné, 7400 en plus sur 5 ans. Je n'ai pas oublié un temps où, dans les années 2007 à 2012, c'était moins 8950. Moins 8950. Vous voyez que l'effort là, qui est en train d'être fait par ce gouvernement, est essentiel. À cela s'ajoutent 11 créations, 7 de gendarmerie nationale, 4 de police nationale, c'est-à-dire 1640 personnels.
et le financement de 1266 équivalents temps plein pour ce qu'on appelle les circonscriptions de sécurité publique prioritaires, donc police nationale, sur les 2 premières années. Ce renforcement de notre présence passe aussi par un affermissement de l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, vous savez, ce sont les brigades qui ont été annoncées, 239 sur 5 ans, en concertation avec les EU, avec un maillage pour lequel l'outre-mer n'a pas été oublié. Je dis ça devant la présidente de la délégation des outre-mer, parce qu'il y en a 22 sur les outre-mer. Alors vous savez qu'il y a à la fois des brigades fixes ou des brigades mobiles, et surtout un déclenchement rapide, parce que dès 2023, les premières ont été lancées, et 2024, c'est une très grande accélération. Et vous avez bien compris qu'au travers de ces brigades, je crois que ce sont les Français qui demandent à simplement avoir de l'uniforme, voir du bleu, d'avoir cette protection au quotidien. Eh bien, c'est un moyen, me semble-t-il, par ces 2 dimensions, de répondre à leur attente. Alors, sur les Outre-mer, merci, Monsieur le Président, on fait référence, c'est plus mon champ quotidien, vous dire que les efforts de sécurité, c'est une exigence absolue. On voit, malheureusement, et on constate encore que trop souvent, malgré des déploiements considérables ces 3 dernières années, depuis que le ministre de l'Intérieur est en responsabilité, 1400 policiers et gendarmes supplémentaires. À l'heure où je vous parle, 21 escadrons de gendarmes mobiles, c'est-à-dire 20% de l'ensemble des effectifs nationaux qui sont déployés sur l'ensemble des territoires ultramarins. Évidemment, on peut citer la Guyane, on peut citer Mayotte, mais il n'y a pas que ces territoires-là. Ça veut dire qu'on a souhaité faire un effort considérable. De même, en Guyane, l'opération Harpie, qui mobilise, comme vous le savez, de nombreux fonctionnaires et qui est pourtant une opération tout à fait indispensable. Et je disais 22 créations en Outre-mer, et sur la seule année 23-24, à cheval sur les 2 ans, ce sont 8, je dis ça pour la présidente de la délégation, extrêmement attentive, et naturellement, ces questions de sécurité qui sont très prégnantes dans les territoires ultramarins, pour lesquels vous voyez qu'il y a eu un engagement considérable. Alors ensuite, pour les missions Outre-mer, peut-être un mot, puisqu'il y a 180 millions d'euros de plus. Alors, 7%, vous voyez, en étant très honnête, Monsieur le Président, comme j'ai fait l'exercice devant votre collègue à l'Assemblée nationale, c'est donc 7%, si vous retranchez l'inflation, c'est 4,4% de moyens complémentaires. Et en plus, à la sortie du 49.3, ce sera encore 90 millions d'euros que l'on va déployer. Donc vous voyez que je souligne ce chiffre parce qu'on va franchir le niveau de 3 milliards d'euros d'intervention pour les Outre-mer, mais en interministériel, c'est-à-dire tout périmètre ministériel confondu, on n'est pas loin de 23 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, simplement, il y a 5 ans, on était à 2 milliards. Je demande de regarder un peu les périmètres ministériels dans lesquels il y a eu une si forte augmentation. Je crois qu'ils ne sont pas très nombreux. Ça témoigne là encore d'une volonté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de faire cet effort particulier. Alors, sur les Outre-mer, peut-être pour entrer quelques secondes dans les détails, si on prend la politique du logement, la fameuse ligne budgétaire unique, qui atteindra près de 292 millions d'euros, mais je vais être très honnête, cette remarque m'a été faite à l'Assemblée. On revient au niveau de 2013, on a eu des sous-consommations, mais c'est 50 millions en plus pour 2024. C'est hors quartier politique de la ville, 20 millions d'euros complémentaires pour les logements sociaux. C'est des aides de l'ANA qui passent de 30 à 50%. C'est des aides qui seront apportées sur les logements, pas simplement neufs, mais également anciens en défiscalisation qui nous permettent d'être au rendez-vous. C'est les fameux contrats de convergence et de transformation. Vous savez que les contrats que l'on signe avec les territoires, qui augmentent pour la période 24-27 de 400 millions d'euros. On passe de 2,4 milliards à 2,8 milliards. Ça veut donc dire qu'il y a un effort dans différentes dimensions. Et puis, je n'oublie pas le quorum, vous savez tout ce que c'est que le quorum, le fameux soutien aux communes en difficulté, pour lesquelles nous avions signé 9 contrats dans l'année 21-22 dans le lancement, 12 dans l'année 22-23, et on continuera. Et on continuera fortement, puisqu'il y a encore des attentes, des demandes, et je crois que c'est quelque chose qui marche bien, une notion de co-responsabilisation pour les uns et pour les autres. Et puis, 2 choses encore, pour terminer le chapitre sur les Outre-mer. Une aide qui sera très sensiblement augmentée en 2024, c'est d'abord la continuité territoriale. J'ai interrogé il y a quelques minutes à l'Assemblée sur cette question. Nous passons de 70 à 93 millions d'euros. Et les jeunes primo-étudiants, dès les vacances de Noël, là dans un mois, pourront rentrer, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, avec un billet pris en charge dans le cadre de cette continuité territoriale. Et avec une autre chose, c'est qu'on a élargi les publics, domaine culturel, domaine naturellement sportif, pour les sportifs de haut niveau, bref, et puis le demandeur d'emploi, et ceux qui sont également en reconversion professionnelle, qui pourront, s'ils ont un changement de souhait de vie professionnelle, bénéficier de ce soutien-là,
Donc vous voyez que ce sont des efforts avec d'ailleurs des moyens déployés encore plus importants pour la fameuse agence, ce qui permet de gérer tout cela au quotidien. Un dernier mot, et ça concerne les collectivités. Lorsqu'on est sénatrice, sénateur, c'est un sujet majeur, c'est le fameux FEI, de cet acronyme qui explique que c'est le Fonds exceptionnel d'investissement, qui va augmenter. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a un certain nombre d'amendements, j'imagine, qui seront déposés au Sénat, que nous accepterons avec bonheur pour faire en sorte qu'on augmente le soutien aux communes. Ce FEI a montré toute sa pertinence. Il était à 110 millions d'euros. Il y a déjà eu des amendements qui ont été acceptés à l'Assemblée. Et je serai favorable avec le gouvernement à ce qu'on aille plus loin, parce que, là encore, c'est un moyen, me semble-t-il, avec le soutien technique apporté aux communes, qui passera en 2024 de 10 à 20 millions d'euros. C'est comment apporter une ingénierie pour aller plus loin. Alors j'en reviens à la sécurité, naturellement, pour vous dire que sur les investissements qui ont été annoncés, très précisément, je tiens à vous donner les chiffres. C'est plus de 4 800 véhicules légers pour la police nationale, la gendarmerie nationale, acquis en 2023. Avec, on peut dire qu'en 2024, ça sera un chiffre de 3 600 pour 130 millions d'euros. Donc vous voyez, en 23, 4 800 et en 24, 3 600. Et puis il y a le plan caméra piéton, ça sera donc 35 000 caméras qui seront installées à la fin de l'année 2024. Alors, suite aux annonces du président de la République, il y a un amendement qui a été déposé sur le renforcement des moyens dédiés à la sécurité civile. Je tiens à dire, on a eu, comme vous savez, des incendies de forêt considérables. Et donc, ça ne sera pas moins de 140 millions d'euros qui seront inscrits. Donc, je crois que ça permettra, avec la création de cette 4e unité d'instruction et de sécurité civile, qui devrait voir le jour à Libourne, dès 2024, la création de 163 ETP, oui, je vous donne le chiffre précis, mais 39 millions de pactes capacitaires, 32 millions pour les Canadair, je crois que c'était attendu depuis longtemps, et puis 23 millions pour la location de moyens aériens, parce que quelquefois nous avons recours à des locations de moyens aériens, des bombardiers d'eau en particulier, des avions quelquefois, et donc je crois que vous voyez qu'en matière de sécurité civile, 2024 sera une inflexion très forte, mais l'exigence, c'est qu'on soit au rendez-vous. Ces incendies sont là, malgré les moyens de détection, d'anticipation, malgré les textes législatifs qui ont été votés. Nous devons être à la hauteur de ces enjeux. Ensuite, pour la flotte d'hélicoptères, une question est un peu redondante depuis longtemps, c'est 40 nouveaux hélicoptères qui sont en cours d'acquisition, et c'est un engagement qui est signé à hauteur de 500 millions d'euros. Donc chacun a bien compris, là encore, que c'était un élément indispensable, notamment dans la lutte contre les incendies. Pour mieux répondre à la cybercriminalité, 1500 cyberpatrouilleurs ont été recrutés. Donc on augmente de 50% par rapport à l'existant. Un appel numérique d'urgence, le 17 cyber, qui a été mis en place. Et puis des investissements importants sont tous prévus pour moderniser les services numériques accessibles aux citoyens. Après les succès de Pharos et Thésée, ça sera une visioplainte et le portail Ma Sécurité qui sera utile et qui permettra de mettre en place ce qu'on appelle le dernier kilomètre de l'application de la loi, parce que malheureusement, on s'aperçoit que l'efficacité, elle est au rendez-vous que si on va toucher la personne en direct. Sur le ministère, sur le réarmement continu de l'administration générale et territoriale de l'État, on a connu, vous l'avez connu, Monsieur le Président, en tant que parlementaire, les années où, malheureusement, l'État perdait de ses moyens à la fois d'intervention, de présence territoriale. Et vous savez qu'on a commencé à aspirer cette spirale de façon assez forte. D'abord, sur la LOPMI, 3 grandes priorités qui sont développées. D'abord, la première, c'est renforcer nos capacités numériques et cyber, avec les réseaux radio du futur, adossés à l'agence de communication, qui s'appelle l'ACMOS. Deuxièmement, réarmer l'État territorial. On va créer 350 emplois, 110 créations d'emplois précisément en 24, pour continuer à soutenir les missions préfectorales les plus en tension, et notamment une qui est souvent discutée dans les commissions des lois comme ici, c'est celle des titres de séjour des étrangers, gestion de crise et accueil d'usagers. De même, on augmentera les actions de prévention de la délinquance, de la radicalisation, en renforçant notamment la vidéoprotection. 25 millions d'euros en 24 contre 22 en 23. Donc vous voyez que là encore, il y a un effort substantiel de plus de 10%. Sur la création de sous-préfectures, 8 millions d'euros qui seront déployés en 24. Il fut un temps où on fermait les gendarmeries, on fermait les sous-préfectures, mais là on réouvre les gendarmeries, on réouvre les sous-préfectures, quelle n'était pas ma joie de voir l'autre jour en Guyane, la réouverture d'une sous-préfecture avec une jeune sous-préfète qui prenait ses responsabilités. Quelque part sur un territoire comme la Guyane, qui est grand comme le Portugal, c'est un signe très fort de l'État. Et puis bien sûr, des labellisations de certaines sous-préfectures en maison France Service. Je
crois que l'utilité des maisons France Service, le maillage qui a pu être constitué depuis quelques années, est quelque chose, un outil très apprécié par nos concitoyens et rappelle la présence forte de l'État au plus près de chacune et chacun, et notamment, moi je suis très attaché, étant issu d'un territoire rural, dans les territoires ruraux. Bien sûr, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, la Coupe du Monde de rugby, je crois que c'est passé dans des très belles conditions. Il y a eu des opérations conduites à la demande du ministre. Donc 4800 opérations, zéro délinquance. Alors, il y a eu beaucoup d'interpellations, c'est vrai. 781 interpellations, 475 gardes à vue, vous voyez, des drones, parce que maintenant on a de nouveaux dangers qui arrivent avec des drones qui peuvent être présents et qui peuvent nuire naturellement au dispositif de sécurité. Et puis les Jeux Olympiques, je le rappelle en deux lignes, c'est un enjeu considérable, parce que d'abord sur la durée, 5 semaines. Deuxièmement, sur le nombre de sites où il y aura des compétitions, 30 sites, 206 nations, 10 000 athlètes. Nous serons sous les projecteurs du monde entier. Donc on doit faire de cette fête du sport absolument merveilleuse un outil d'attractivité et de développement économique, mais on doit le faire dans des conditions de sécurité absolues. Et pour cela, ce ne sont pas moins de 35 000, je dis bien 35 000 forces de sécurité intérieure qui, pendant ces 6 semaines, seront déployées avec un budget. Ben oui, parce que si on dit déploiement des forces de sécurité intérieure à ce niveau-là, 200 millions d'euros qui sont budgétés pour cette très belle opération. Enfin, sur le budget de la mission immigration, asile, intégration, pour 2024, c'est un budget en augmentation de plus de 7%, Monsieur le Président, à hauteur de 2,2 milliards d'euros en crédit de paiement. Donc ça représente pas moins de 10% de l'ensemble des crédits du ministère sur le périmètre de la LOPMI. Cette augmentation, je crois, est très sensible. Elle inclut naturellement les crédits issus de la LOPMI pour la période 22-27, 109 millions d'euros, y compris ceux du plan CRA, Centre de rétention donc administratif 3000. Elle marque notre volonté, vous l'avez compris, il vient d'y avoir un débat assez long ici au Sénat et maintenant il va démarrer à l'Assemblée, sur la question de l'immigration, donc la maîtrise des flux migratoires, lutter contre l'immigration irrégulière, garantir l'exercice du droit d'asile et renforcer l'intégration des étrangers en situation régulière, dit ce qu'on appelle les primo-arrivants. Il s'inscrit pleinement dans le cadre de la LOPMI avec une programmation budgétaire inédite. En 5 ans, on aura fait progresser les crédits affectés à la mission, donc à la politique migratoire. C'est intéressant de le comparer sur les précédentes années de façon, je crois, assez inégalée. Vous avez bien compris qu'une politique migratoire, naturellement, qui doit être au rendez-vous, qui doit être plus efficace. Mais pour autant, il y a une deuxième jambe, elle doit être équilibrée, elle doit être aussi plus humaine, et vous connaissez parfaitement, parce que au Sénat, je crois que le texte initial du gouvernement a sensiblement évolué, et par l'article 4 en particulier qui a été voté dans cette maison, la réponse se trouve, je crois, pleinement apportée. Enfin, un dernier mot sur les budgets des collectivités territoriales, au moment où le Salon des maires a lieu cette semaine à Paris. Donc la DGF, donc 220 millions d'euros d'augmentation, ce qui fait que sur les 2 dernières années, on a un peu plus de 500 millions d'euros d'augmentation. Je rappelle un dessin que j'ai connu les années 2012-2017, où on avait 13,5 milliards de baisse de dotation aux collectivités territoriales. Il faut toujours comparer les choses. Ça permet d'avoir un bon miroir, de voir où est la volonté politique et où est le chemin. Ensuite, 100 millions de DSR, 90 millions d'euros de DSU et 30 millions d'euros pour les dotations d'intercommunalité. Sur les délivrances des titres sécurisés, j'ai été maire pendant 16 ans, donc c'est quelque chose. Je vois un nouveau sénateur du Loiret que je connais qui a été maire longtemps. D'attendre 6 semaines, 2 mois, 3 mois et demi, eh écoutez, on est revenu à 15 à 18 jours. C'est une volonté, c'est difficile. Ça veut dire mettre des moyens humains, les former, avoir des dispositifs qui fonctionnent, avoir des créneaux horaires suffisamment larges. Et je crois que là, on a progressé. En tout cas, il faut rester sur ce niveau de progression. Donc, c'est pas moins de 100 millions d'euros sur les titres sécurisés qui seront mis en 2024. Et puis, enfin, il y a je sais que Dominique Faure, ma collègue, y est très attachée. Vous savez que sur les élus très souvent agressés, vous avez devant vous un ministre qui a été menacé de mort 3 fois, donc je vais pouvoir en parler très librement. On a un fonds qui est en train de s'ouvrir de 5,5 millions d'euros. Et avec cette fameuse loi du 7 juillet, où on va quand même faire de reconnaître qu'enfin, on va s'occuper avec efficacité des menaces brandies toujours plus nombreuses vis-à-vis des maires, qui pourtant sont les piliers de la République, sont en première ligne et sont ceux qui, au quotidien, en tant qu'agents de l'État, sont là pour apporter du service public. Sur les budgets des collectivités, je rappelle que c'est 11,7 milliards d'euros, dont la TVA à hauteur de 7,1 milliards. Et le soutien à l'investissement, 4,6 milliards d'euros, donc avec je crois, notamment les fonds verts
fonds vert qui avait été annoncé à hauteur de 2 milliards l'année dernière par Christophe Béchu. Et l'on passe à 2,5 milliards, 2,5 milliards, pardon. Donc vous l'avez bien compris que c'est un verdissement du budget. D'ailleurs, dans les dotations habituelles que vous connaissez tous par cœur, une partie sera fléchée en direction de la transition écologique, 20 à 30% selon ces différentes dotations, de manière à ce qu'au-delà des mots, on soit dans la réalisation, dans la concrétisation de la transformation progressive de l'économie pour qu'elle réponde à cet enjeu de transition écologique. Enfin, les plus fragiles ne sont pas oubliés, pour terminer mon propos, Monsieur le Président, notamment renforcer l'attractivité de tous les territoires. On aura une simplification des zonages au sein des France Ruralité Revitalisation. C'était une demande qui était, je crois, formulée, en tout cas, le département dont je suis élu, cette demande revenait souvent. Déconcentration, parce que la déconcentration, c'est s'adapter plus et faire ce qui me paraît plus important, de ne pas avoir uniquement un calque parisien, mais d'être en capacité d'être au plus proche de celles et ceux qui sont tous les jours en action. Le double niveau pour tenir compte des territoires qui ont besoin d'un accompagnement renforcé et puis renforcement du suivi, de l'évaluation du dispositif. Voilà, je sais que Dominique Faure, de toute façon, aura beaucoup de plaisir à revenir, attachée comme elle l'est aux collectivités territoriales, à répondre à l'ensemble des questions des sénateurs, dont on sait que ce sont avant tout tous les représentants de tous ceux qui sont élus dans les territoires. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le propos liminaire que je souhaitais pouvoir vous adresser au nom de Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il y a plusieurs demandes d'intervention. Nous allons commencer par M. Thani Mohamed Soilihi, puis ensuite Mme la présidente Cukierman, et puis Mme Françoise Dumont. Mme Nathalie Delattre, après, c'est noté. Allons-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos explications. J'aurai deux séries de questions. Une question sur la sécurité à Mayotte, et puis deux questions sur les crédits outre-mer qui viennent d'être adoptés par la Commission des lois ce matin. Sur la partie sécurité, vous avez évoqué l'augmentation des escadrons, et c'est une réalité. Au passage, j'en profite pour encore une fois souligner le début de succès et l'espoir suscité à Mayotte par l'opération Wambushu. Mais force est de constater qu'en pleine crise de l'eau qui, là aussi, a donné lieu à des débuts de réponses intéressants. Pendant cette crise, la violence a repris de plus belle, et notamment une violence perpétrée par des bandes de jeunes qui se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour aller dans les villages et commettre des saccages, brûler des voitures et des habitations. Les Mahorais ressentent ceci très durement. Vous êtes venu à plusieurs reprises à Mayotte pour voir dans quelles conditions de difficultés, de souffrance vive la population. Ce qui peine les habitants de ces villages, c'est que, en réponse à ces méfaits, du gaz lacrymogène est dispersé de façon indiscriminée dans les villages, dans les quartiers dans lesquels vivent, faut-il le rappeler, des personnes vulnérables, des personnes âgées, des enfants. Je n'avais pas forcément prévu de vous poser cette question aujourd'hui, mais c'est à l'occasion de vos propos sur l'augmentation des forces de l'ordre. C'est une bonne chose, mais ne pensez-vous pas qu'il faille changer la doctrine d'intervention des forces de l'ordre, et que la dispersion de gaz lacrymogène ne peut pas être une réponse satisfaisante à cette recrudescence des violences. En tout cas, c'est la demande que je formule. À chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, et pas plus tard qu'avant-hier, le soir, les habitants appellent les élus pour dire: mais à quoi ça sert de nous disperser
de nous asperger de gaz lacrymogène alors que ces voyous, une fois ayant commis les faits, mais partent et le temps que les gaz lacrymogènes arrivent sur place, ils ne sont plus là déjà. Donc c'est plus une demande qu'une question de changement de doctrine afin de ne pas doublement, triplement pénaliser les villageois. Ensuite, sur la partie crédit outre-mer, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la commission des lois a examiné ce matin les crédits et a donné un avis favorable. Je l'en remercie encore, puisque cette hausse des crédits va financer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne, l'insertion professionnelle et la continuité territoriale. Certaines interrogations demeurent cependant. En ce qui concerne d'abord la lutte contre l'habitat indigne, j'ai été alerté par des problèmes de sous-consommation des crédits finançant la LBU. 150 logements seraient encore insalubres en Outre-mer. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, me dire quelles mesures vous envisagez de prendre afin de garantir le décaissement de la totalité des crédits dédiés à la résorption de l'habitat insalubre et l'accélération des livraisons de logements neufs? Par ailleurs, l'année dernière, votre collègue, le ministre Christophe Béchu, s'était engagé à prendre des mesures pour remédier au manque d'adaptation de certaines mesures aux spécificités des territoires ultramarins et notamment du filet de sécurité visant à protéger les collectivités de la hausse des prix de l'énergie. Un an plus tard, force est de constater que les mesures annoncées n'ont pas été prises, puisque seulement 19 collectivités ultramarines ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en place pour un montant de 14 millions d'euros. Aussi, et c'est là ma seconde question sur les crédits, quelles mesures entendez-vous prendre pour remédier à cette situation et enfin adapter les dispositions nationaux aux spécificités des Outre-mer? Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente Cukierman. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, permettez-moi en préalable de déplorer tout de même l'absence du ministre de l'Intérieur, de la ministre chargée des collectivités territoriales. Et je sais, Monsieur le Ministre, que le gouvernement, bien évidemment, est une équipe et que vous êtes en capacité de représenter tous ces gens-là. Mais je trouve cependant que pour une audition qui vise à préparer le projet de loi de finances, et notamment les missions qui concernent la sécurité, qui concernent l'asile, l'immigration, les collectivités territoriales, les Outre-mer, l'administration générale territoriale de l'État, etc., je pense que plusieurs voies eussent été pertinentes et en tout cas nous auraient certainement permis aux sénateurs que nous sommes de pouvoir rentrer dans beaucoup plus de détails, puisque bien évidemment le premier travail au sein d'une commission n'est pas simplement de faire du déclaratif, ni de votre part ni de notre part, mais de pouvoir avancer et tenter de cheminer ensemble. Donc je le regrette, certainement la date n'est pas la bonne, mais à chaque fois elle tombe le mardi du Congrès des maires. Ce n'est pas une nouveauté d'avoir cette audition à ce moment-là, et les uns et les autres faisons en sorte en tout cas de pouvoir y être. Cependant, sur la mission administration générale et territoriale de l'État, je veux, et inévitablement vous l'avez rappelé d'ailleurs Monsieur le Ministre par les chiffres que vous avez donnés, tout d'abord saluer le renforcement des moyens humains qui sont dédiés pour ce projet de loi de finances à l'administration territoriale de l'État et qui inévitablement intervient après une décennie de coupes budgétaires drastiques et parfois même d'augmentation en trompe-l'œil. Vous l'avez dit, ce sont 232 créations de postes, dont 110 pour renforcer les missions préfectorales en tension, et elles sont nombreuses. Cependant, il m'est malheureusement impossible de considérer que ce schéma d'emploi offre une réponse satisfaisante à la crise profonde que traverse l'État de proximité et qui d'ailleurs s'exprime régulièrement par un certain nombre de tensions dans nos territoires et qui a vu effectivement ses effectifs fondre de 14% entre 2010 et 2021. Le projet de loi de finances pour 2024 ne propose qu'une augmentation de 0,41% des effectifs de l'administration territoriale de l'État, évolution dont nous ne pouvons nous satisfaire
au regard du bilan de la décennie passée, d'une part, et des défis que l'État territorial doit relever, à commencer dès cette année, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, d'autre part. Parmi ces défis, il y a également le maintien d'une très forte demande de titres sécurisés, qui fait craindre l'aggravation d'ailleurs des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de cette mission, bien que la situation ne soit plus à cette heure aussi dramatique qu'elle ne l'a été en 2022. Cependant, et peut-être de manière un peu plus précise que vous avez fait dans vos propos liminaires, comment est-ce que vous entendez pouvoir pallier, en tout cas à ces délais, et tenter le mieux possible de réduire les délais de délivrance? Ne craignez-vous pas d'ailleurs qu'une nouvelle mise sous tension de la chaîne de production, du fait notamment de l'identité numérique régalienne, qui nécessitera pour chaque citoyen, pour pouvoir en bénéficier, de disposer de la nouvelle version de la carte nationale d'identité. Donc nous allons passer du drame français qu'il y a eu il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'est-à-dire une perte massive des cartes d'identité par nos concitoyens et soudaine, à très certainement une nouvelle perte massive et soudaine pour beaucoup de nos concitoyens pour pouvoir bénéficier, y compris de ces services. Bon, voilà sur ce point-là. Deuxième point qui est bien évidemment de pouvoir dresser un premier bilan de l'expérimentation de la certification des comptes par les mairies, puisque cela ne concerne aujourd'hui qu'un nombre réduit de communes volontaires, comme toute expérimentation, mais comment est-ce que vous entendez pouvoir le déployer? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez évaluer combien d'électeurs auront la possibilité d'établir une procuration de manière totalement dématérialisée en vue des élections européennes de juin 2024? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame Dumont. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur le Ministre. Je vais vous parler sécurité civile, Monsieur le Ministre, puisque la Commission des lois a examiné mercredi dernier les crédits du programme 161, visant donc aux moyens nationaux de la sécurité civile. Nous avons émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits et avons salué l'effort budgétaire conséquent qui a été effectué ces 2 dernières années. Toutefois, vous vous en doutez bien, ça n'est pas un chèque en blanc et de nombreuses interrogations demeurent sur plusieurs sujets. Nous avons adopté ainsi 2 amendements de crédit que je défendrai au nom de mes collègues. Ils concernent d'une part l'acquisition de 2 hélicoptères lourds promis par le Président de la République le 28 octobre 2022 et d'autre part la consommation intégrale des autorisations d'engagement destinées au pacte capacitaire que nous avons voté dans la précédente loi de finances et dont le calendrier est pour le moins opaque. Mais nous en débattrons la semaine prochaine. Je souhaite pour l'heure vous interroger sur 2 sujets très précis. En premier lieu, pourriez-vous nous expliciter la position du ministère de l'Intérieur quant au dimensionnement du plan de renouvellement et d'extension de la flotte de Canadair qui nous a été une fois aussi de plus annoncé l'année dernière. Vos services m'ont confirmé explicitement que le calendrier initial annoncé par le Président de la République, à savoir le renouvellement intégral de nos 12 Canadair et l'achat de 4 Canadair supplémentaires d'ici la fin du quinquennat était irréalisable compte tenu des difficultés de mise en place d'une chaîne de production. Ils m'ont alors indiqué que dans un scénario, je cite, optimiste, les 4 appareils permettant d'étendre la flotte à 16 appareils pourraient être livrés pour le premier en 2027 et pour le dernier au cours de la première moitié de la décennie 2030. Ils sont en revanche restés très évasifs quant à la passation d'une commande, même tardive, de 12 appareils permettant de renouveler notre flotte actuelle et vous comprendrez donc bien facilement ma vive préoccupation sur le sujet face à cette apparente inertie alors que les délais de livraison se chiffrent en décennies. Ma question est donc la suivante. Le plan de renouvellement de notre flotte de Canadair, je parle du plan de renouvellement et non du plan d'extension, est-il toujours d'actualité et pouvez-vous vous engager sur sa mise en œuvre effective? Ma seconde question porte sur la méthode de construction du budget opérée par le ministère de l'Intérieur. À 2 reprises l'année dernière, le gouvernement a déposé des amendements de crédit sur le programme 161, l'augmentant
très significativement de l'ordre de 40%. À nouveau, cette année, un amendement gouvernemental représentant un tiers des autorisations d'engagement du programme et qui ne précisait pas la ventilation détaillée des crédits a été adopté en octobre à l'Assemblée nationale afin de financer des mesures pourtant annoncées en octobre 2022 par le Président, donc il y a plus d'un an. Une telle méthode de construction du budget pour des mesures connues de longue date est à mes yeux vraiment insatisfaisante au regard de l'impératif de sincérité budgétaire et du respect du débat parlementaire, d'autant que ces sommes débloquées ne font l'objet d'aucune évaluation dans le projet annuel de performance qui est annexé au projet de loi de finances. Pouvez-vous donc vous engager autant que possible à éviter de recourir à ce procédé lors des prochaines années? Merci. Merci Madame la sénatrice. Madame Nathalie Delattre. Merci Président. Je vais poser 2 questions en lien avec ma mission de rapport sur la direction de l'action du gouvernement et 2 sur mon département. Je souhaite vous soumettre quelques questions sur la coordination des actions de cybersécurité du ministère de l'Intérieur avec les services du Premier ministre, dont font partie Viginum et l'ANSSI notamment. En 2024, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, donc, bénéficiera de 10 transferts d'emplois en provenance de votre ministère. Si le service peut détecter des ingérences, il n'est pas chargé de la réponse répressive et plus généralement des mesures de contre-influence ou de contre-ingérence. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a affirmé que la DGSI demeure seule compétente pour attribuer les manipulations à des puissances étrangères. Ainsi, quel réseau de coopération a été mis en place afin d'articuler les actions de ces différents services ? Deuxième interrogation, sur le pilotage des actions de cybersécurité auprès des collectivités territoriales. Ces dernières étant victimes de 23% des attaques de rançongiciel, envisagez-vous un plan national de financement pour répondre à la vulnérabilité de leur système d'information? Et quel acteur pourrait, le cas échéant, porter cette stratégie nationale d'envergure? L'ANSSI et les services déconcentrés du ministère de l'Intérieur ou les services décentralisés? L'ANSSI, nous ayant parlé de l'estimation d'une enveloppe à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les moyens financiers. Quant aux moyens humains, la DGPN a souligné dans un article de presse que les enquêteurs les mieux formés en cybersécurité tentent à se diriger vers le secteur privé en raison d'une rémunération jusqu'à 3 fois plus élevée. Ainsi, quelles réflexions sont en cours pour recruter et fidéliser des experts dans le domaine? Avez-vous envisagé des actions communes de formation et de recrutement avec l'ANSSI, le CNCTR ou d'autres administrations concernées? 2 questions plus particulières sur mon département. Vous avez évoqué tout à l'heure l'USIC de Libourne. Est-ce que vous pouvez me confirmer les crédits 2024 pour engager les travaux? Et puis en deuxième question, vous avez parlé des Jeux Olympiques. Moi, je vais parler des dommages collatéraux des Jeux Olympiques sur nos territoires, avec la surveillance par les CRS MNS de nos plages, où il est impensable que nous n'ayons pas ce renfort pendant cette période estivale. Je vous rappelle, nous avons eu encore des morts, malheureusement, dues au baïn dans l'Atlantique. Et pour nous, il est impératif de pouvoir compter sur ce soutien. Gérald Darmanin s'était engagé à réunir les maires en septembre. Il y a eu d'autres priorités. Normalement, il devrait conduire cette réunion. Est-ce que vous pouvez m'assurer que cette réunion sera conduite avec les maires pour pouvoir les rassurer en la matière? Merci. Merci, sénatrice. Moi, j'ai peut-être une question complémentaire qui touche à l'outre-mer et en particulier, il me semble avoir compris, mais je ne voudrais pas être certain de pas dire de bêtises, que pour ce qui concerne l'aide à l'ingénierie locale, on passerait de 10 à 24 millions d'euros. Est-ce une erreur de compréhension? 20 millions d'euros. La question de fond, c'est très bien pour le volume financier. Quelle méthode pour que ça se fasse réellement? S'il vous plaît. Merci. Écoutez, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs.
D'abord, pour répondre au sénateur Tani, il permettra de démarrer naturellement par Mayotte. Et je le remercie d'avoir bien voulu souligner le fait que nous étions pleinement mobilisés dans ce 101e département français dans lequel nous sommes exposés à une crise hydrique absolument sans précédent. Je donne juste en 2 lignes. 54 heures de tour d'eau, ça veut dire que pendant 54 heures de suite, les Mahoraises et les Mahorais n'ont pas d'eau. Et après, on ouvre l'eau pendant 18 heures. Depuis le 2 septembre, le premier déplacement que j'ai pu faire, nous sommes très précisément en production à 7500 m3 en plus d'eau par jour. Les besoins, c'est très simple, c'est 43 000 m3 par jour. Il n'y a pas d'eau, comme vous le savez, parce que le réchauffement climatique est là, ce qui fait qu'en fait, les 2 grandes réserves sont vides. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, le 2 septembre, décidé de donner à la population la plus fragile, 51 000 personnes, de l'eau en bouteille, et depuis hier, à l'ensemble de la population. J'ai dit à l'instant 7500 m3 en plus par jour. Nous avons développé 3 choses en plus. Une campagne de forage sans précédent. Je rappelle quand même à toute fin utile qu'entre 2017 et 2022, il y avait 6 millions d'euros payés par l'État provisionnés pour lesquels il n'y a pas le moins de forage qui a été fait. Il faut quand même qu'on dise un peu comment ça s'est passé. Et là, depuis le 2 septembre 2023, le 3e est en cours. Une campagne de 10 est programmée. Une usine de désalinisation est l'objet d'un appel d'offres qui est en cours d'analyse. Nous devrions retrouver une situation normale si la pluviométrie est à la hauteur. Je pense en février-mars 2024. Et en tout cas, une autonomie de production d'eau, pas avant mars 2025. Vous voyez, je vous donne un tableau absolument sans concession, mais nous finançons tout. À la fin du 31 décembre, ce sera près de 97 millions d'euros qui ont été financés par l'État à Mayotte, en lieu et place des collectivités. Alors évidemment, ça a des conséquences, comme le sénateur Tani l'a très bien dit. Sur le plan sécuritaire, déjà, la rentrée des classes s'est bien passée. Et c'est bien passé parce qu'une protection totale a été faite. C'est une volonté du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale et de votre serviteur pour faire en sorte que l'on protège nos enfants qui vont à l'école, sachant qu'ils sont à l'école une matinée sur 2, puisqu'on a des problèmes d'infrastructure, comme vous le savez. Elle s'est bien passée. À l'hôpital de Mamoudzou, il faut en dire un mot, parce que là encore, les forces de sécurité sont là pour permettre au personnel soignant d'assurer sa mission. Il y a eu des moments très difficiles, des cars qui transportent des personnels soignants qui ont été caillassés, ce qui a provoqué droit de retrait. J'ai rencontré à plusieurs reprises ces délégations de salariés, parce que c'est indispensable de le faire. Et nous commençons à retrouver une situation un peu plus normale, mais naturellement, il y a l'opération qui avait été lancée par Gérald Darmanin, sur laquelle nous irons au bout. Nous avons plus de 680 bidonvilles qui ont été rasés, mais on sait que c'est œuvre de longue haleine. Et cette montée d'insécurité, et sur place, nous n'avons pas moins de 5 escadrons de gendarmes mobiles. 5 sur les 22 dont je parlais qui étaient engagés complètement à l'échelle du pays. Et bien sûr, d'autres forces de sécurité intérieure qui ont été déployées, un peu plus de 1200 personnels. J'ai bien entendu la remarque sur les gaz lacrymogènes. Donc sur la doctrine, je reverrai ça naturellement avec le ministre de l'Intérieur et j'attirerai son attention sur les propos du sénateur. Mais puisque vous faites référence, monsieur le sénateur, aux événements graves qui se sont produits il y a quelques jours, une gendarme a été fortement blessée. On ne peut pas laisser les forces de l'ordre comme cela, impunément, se faire encercler, se faire caillasser, se faire tirer dessus. Donc nous déployons tous les moyens avec mesure, mais il y a des moments où il fallait trouver des solutions de désencerclement qui ont conduit à l'usage des armes dont vous parliez tout à l'heure. Mais sachez, je prends l'engagement devant la Commission, devant le Président, que nous regarderons cela avec le ministre de l'Intérieur de façon extrêmement précise. Donc nous mettons les moyens humains et nous comprenons bien que la crise de l'eau et d'autres crises, parce qu'à Mayotte, c'est la rencontre de plusieurs crises. Et je serai d'ailleurs à nouveau présent la semaine prochaine à Mayotte pour avancer avec les élus que je remercie de nous accompagner au quotidien parce que c'est œuvre difficile. Monsieur le sénateur m'avait également interrogé sur les questions liées au logement. Alors je te rappelais tout à l'heure initialement que sur la fameuse ligne budgétaire unique, on était revenu au niveau de 2013, on a eu des sous-consommations. Ces sous-consommations, elles sont dues au fait qu'on a des déficits d'ingénierie, ça me permettra de répondre à la dernière question du président de la Commission, je répondrai très précisément, puisque question qui m'a immédiatement interpellé dès que je suis arrivé aux responsabilités. On a plusieurs sujets. On a à la fois des manques d'ingénierie, on a à la fois du désordre foncier,
On a à la fois des manques d'opérateurs, même si à Mayotte, on a un opérateur public qui marche plutôt bien. Je pense que le sénateur Tani, qui connaît cela parfaitement bien, le sait. Quand même, sur les logements, je vous donne les chiffres. On était à 6 209 en 2019, on était monté à 10 815 en 2021. Et là, à nouveau, on a eu une baisse en 2022 à 7 208. Pourtant, on a pris des décisions au-delà des augmentations budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. On a la fameuse norme RUP qui va arriver, région ultra-périphérique, qui va remplacer la norme CE, qui sera un élément de compétitivité, je crois, très important. Et puis on a, en Guyane, mais ce n'était pas directement la question liée à Mayotte, les fameuses OIN, opérations d'intérêt national, et qui permettront, je crois, d'être plus présents. Et le FRAFU, vous savez, qui est un fonds qui est indispensable pour les aménagements urbains, et l'extension du champ permettra, je crois, d'être plus efficace. Donc, on progresse. Même si, en matière de logement, il y a une crise hexagonale et une crise ultramarine. Et d'ailleurs, un sénateur qui vient de m'interroger et un député vont se voir confier une mission gouvernementale sur les questions du logement dans les territoires ultramarins parce que c'est important que l'on soit en capacité d'apprécier et d'appréhender la situation du logement dans ces territoires ultramarins, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de niches fiscales qui existent à la clé, et qu'on ne fasse pas une refonte de niche fiscale sans même en mesurer les incidences, les conséquences, et qu'on ait les outils les plus adaptés à la situation un peu particulière que nous vivons. Donc voilà, je crois vous avoir répondu de façon assez complète à ces questions. Ensuite, vous m'avez interrogé sur le filet de sécurité pour les communes. Alors c'est vrai qu'il y a un filet de sécurité qui a été mis en place en 2022, vous aviez le bon chiffre, vous avez parlé de 14 millions d'euros, c'est vrai, 19 communes qui en ont été bénéficiaires, c'est encore vrai. Et il est vrai que les communes qui sont bénéficiaires des fameux quorums dont je parlais tout à l'heure n'étaient pas éligibles. Mais là, pardonnez-moi, c'est le Sénat qui a voté contre l'amendement qui avait été proposé. Donc peut-être qu'on va y revenir. Mais en tout cas, je sais qu'il y a 4 communes, très précisément, qui ont fait des avances, qui ont fait des acomptes. Et on regardera comment, dans cette cas de politique de quorum, on est capable de trouver des solutions pour mieux les aider. Et les quorums, d'ailleurs, vont un petit peu évoluer en 2024, non pas simplement dans leur enveloppe, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'elle augmentait, puisque je l'ai expliqué que c'était un acte de co-responsabilité entre le gouvernement qui aidait les communes qui étaient en difficulté financière et les communes qui acceptaient ce chemin. Et on aura une aide progressive dans le temps sur 3 ans. Je rappelle que le quorum, il est signé pour 3 années. Il est doté de 2,1 millions d'euros, donc je crois que c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Enfin, sur les normes, puisque vous m'avez évoqué ce sujet des normes, donc il y a un travail qui va être accompli. Un ancien sénateur, président du département du Loiret, avait beaucoup travaillé sur les normes dans cette maison, avec un rapport excellent, d'ailleurs, qui malheureusement est resté, comme souvent, pas suffisamment exploré. C'était Éric Deligé. Donc j'ai regardé évidemment ce travail avec beaucoup d'intérêt. Donc on va conduire, et j'aurai besoin à un moment ou à un autre qu'on puisse avancer, parce que on ne peut pas considérer que les territoires ultramarins doivent être traités comme les territoires hexagonaux. D'ailleurs, la Première ministre a pris des engagements là-dessus. Et je rappelle qu'il y a un élément nouveau, c'est que dorénavant, il n'y a plus une loi qui sortira sans qu'il n'y ait pas une déclinaison ultramarine différente. Vous connaissez tous la loi ZAN. Je rappelle qu'il y a un décalage qui a été permis dans les territoires ultramarins, parce que sinon, c'est double peine. On ne peut pas être toujours être très loin de tout, ne pas avoir les outils de production, d'être dans une dépendance économique très forte, être soumis à des importations donc toujours plus majeures, avoir des difficultés de matériaux. Je regarde la sénatrice de Saint-Barth et Saint-Martin, c'est quand même très difficile lorsqu'on est loin. Donc vous voyez qu'on essaye là encore d'être au plus près et d'apporter des solutions. Donc voilà, monsieur le sénateur, je crois que j'ai répondu à vos questions. Et si naturellement je ne l'avais pas fait de façon complète, je reviendrai bien sûr. Madame la sénatrice Cukierman, alors j'ai bien noté le fait que vous vous intéressez à l'État territorial. Mais madame, si vous me permettez, et vous l'avez très bien dit dans votre propos, moi, vous savez, j'ai regardé la baisse des effectifs parce qu'il y avait des noms différents, des acronymes différents entre 2007, 2012, 2012, 2017. Et en fait, on baissait l'armature et l'armure de l'État de façon quotidienne. On l'a vécu, moi j'étais dans une ville sous-préfecture, j'ai vu comment les choses se sont dégradées. Donc là, je l'ai expliqué tout à l'heure, on est en train de remettre des moyens. Entre 2012 et 2017, c'est 2500 équivalents temps plein dans les préfectures. 2500 équivalents temps plein dans les préfectures. Et encore, je parle des préfectures, mais il y a d'autres services de l'État. Regardez ce que sont devenus les DREAL. Moi, je suis dans une région dans laquelle la plupart des services techniques sont rattachés à la DREAL Normandie. Parce qu'on est un peu, malheureusement, déshabillés. Donc, on est en train d'inverser tout cela. Et évidemment, le chemin pour le réemprunter dans l'autre sens, ça va prendre un peu de temps. Donc, sur ces baisses d'effectifs, vous avez raison. Je crois qu'on remet un peu de moyens. Peut-être
devrait-on, Madame la sénatrice, j'entends, mettre plus, mais au moins, accordez-moi qu'avec les 350 emplois programmés, on va avancer. Sur l'étude sécurisée, je le disais un peu tout à l'heure, on est passé de 60 jours, 70 jours, même, vous voyez, moi je suis à 150 km de Paris, il y a beaucoup de Parisiens qui venaient le week-end faire les titres sécurisés. On va être à 15 jours. Donc 15 jours, c'est quand même un objectif très important. Et avec l'objectif qui avait été fixé par la Première ministre à l'époque, c'était d'atteindre les 20 jours. Alors je sais qu'il y a encore quelques endroits avec des petits éléments disparates, mais sachez bien qu'on va suivre cela. Il faut qu'on passe tous partout sous le cycle des 20 jours. Ça demande d'ailleurs un engagement des communes. Moi, j'ai eu quelques difficultés, j'ai pu le voir dans ma région, par exemple, à faire en sorte que les communes se mobilisent. Je ne sais pas si c'était le cas, toutes les communes de l'agglomération orléanaise, par exemple, mais donner du temps, former, trouver des locaux, adapter justement quelquefois même les temps de présence des agents pour permettre d'apporter le meilleur service public. Nous sommes là et on met 100 millions d'euros à la clé pour cette année 2024. Donc je crois que c'est important. Et enfin, vous me parliez du bilan de la certification des comptes pour les collectivités territoriales. Je crois qu'il y a eu des progressions considérables sur la qualité des comptes. Je pense que le bilan fait par le gouvernement en 2023 l'a montré. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on soit en capacité d'avoir une généralisation. Alors, on ne pourra pas le faire à marche forcée. On se propose d'atteindre cet objectif en 2026. Donc, ça laisse le temps aux collectivités territoriales de faire en sorte qu'elles puissent demain avoir ces comptes certifiés, qui est quand même un gage à la fois d'ailleurs de transparence vis-à-vis des concitoyens et qui sont sous la responsabilité des élus, des maires en particulier. Je crois que c'est la moindre des choses. Mais le fait de se donner comme objectif 2026, ça permet, je crois, de trouver un chemin qui protégera, parce que ça demande du temps, d'adaptation. Les changements de nomenclature, quand on les a vécus, c'est pas très simple. Lorsqu'on est derrière le clavier pour tout changer, c'est un peu de boulot. J'ai eu l'occasion de faire cela en tant qu'élu local. Donc voilà, en tout cas, ce bilan de la certification des comptes et du moins cette volonté politique de porter cette certification des comptes, eh bien, c'est la nôtre. Et sachez bien que nous irons au bout. Alors, Madame Dumont m'avait interrogé, mais je ne savais pas que vous alliez m'interroger là-dessus, mais vous avez pu comprendre dans mon propos liminaire que, ayant été marqué dans ma vie locale, aussi par des drames liés à des incendies, que tous les moyens d'observance, de surveillance doivent être au rendez-vous. Alors, sur les Canadair, je vais vous donner des chiffres très précis parce que vos questions étaient extrêmement précises. Vous avez donné les dates et c'est tout à fait juste. Je ne vais pas vous contredire, ce que vous avez dit est juste. 2 Canadair en 2027-2028, nouveaux, je vais venir aux anciens. 2 Canadair post-2030 et 12 Canadair nouveaux post-2030. Alors ça, c'est les nouveaux. Non, mais c'est très loin. Et pendant ce temps, on fait quoi? Vous avez observé tout à l'heure, je suis intervenu en vous disant qu'on mettait des moyens pour louer. Donc on va louer, alors voilà, nous allons louer 10 hélicos bombardiers d'eau dans la période intermédiaire, parce qu'on n'a pas la capacité technique, je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est comme vous êtes dans une région dans laquelle l'aéronautique vous connaissez par cœur, peut-être probablement mieux que moi. Entre la date de commande de l'avion et la livraison, il y a toujours un temps absolument incompressible. On a tellement attendu, évidemment, les Canadiens, on les a fait vieillir. C'est superbe, c'est merveilleux. Les bombardiers d'eau, d'ailleurs, ça nécessite des entretiens encore plus fins parce qu'il y a des problèmes fonctionnels assez importants avec ce genre d'appareil. Donc voilà, donc en attendant, oui, le renouvellement est lancé à une cadence dont je peux comprendre. Et en plus, j'aurais dû dire que malheureusement, on a un problème majeur. On n'a pas quasiment plus de fabricants en dehors des Canadair que vous connaissez. Un problème de compétences techniques. Et on voit d'ailleurs pour d'autres éléments, quand vous regardez les métros, c'est la même difficulté. Vous commandez un métro aujourd'hui, il est livré dans 5 ans. Et 6 ans, tout va bien. Et on a tellement baissé l'armure à un moment ou à un autre, on n'a pas de consortium susceptible de porter cela. Mais en tout cas, les engagements du ministre sont là, je tiens à vous le dire. Sur l'amendement gouvernemental, vous avez eu raison. Je ne vais pas vous raconter que vous avez dit quelque chose qui était faux. C'est parfaitement vrai, 180 millions d'euros. J'ai bien entendu votre préconisation, qui sera enregistrée au procès-verbal, de faire en sorte qu'on n'arrive pas comme cela avec un amendement qui vienne le plus tardivement possible. C'est vrai que 180 millions d'euros, et je réponds en même temps à Nathalie Delattre, oui, cette volonté de Libourne, elle est là. Oui, c'est en 2024, c'est là. Oui, les crédits sont inscrits. Au-delà de la volonté, au-delà de l'exigence, la réalisation verra justement son éclosion dès 2024. Donc pour revenir sur la ventilation des fameux 180 millions d'euros, donc la quatrième unité, c'est 45 millions d'euros. 45 millions d'euros. Le pacte capacitaire, c'est 39 millions d'euros.
Et les Canadair, c'est une somme de 32 millions, ce qui renvoie à l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, à la demande que m'a été faite. Sur la cybersécurité, comme ça me permet de répondre à Nathalie Delattre. Pardon? Peut-être ai-je pas répondu. Non. Pardon, madame. Ministre. J'ai tout mon temps, madame. Ce réseau de coopération entre services, donc oui, c'est le HDSN qui est responsable, mais demandé sur la cybersécurité, l'autorité est bien rattachée à Matignon, donc je tiens à vous le confirmer, et que naturellement en matière de cybersécurité, la formation des personnels ultra compétents continuera d'accélérer, d'avancer. D'ailleurs, avec le ministre du numérique, je crois savoir que là encore, il y a des points de rencontre, de coordination pour monter en puissance en effectif, parce que vous savez que cette compétition aussi est liée à l'intelligence artificielle. Donc il y a ce lien étroit qui est en train de se réaliser. Et en tout cas, croyez bien que cette notion de cybersécurité, elle est non seulement indispensable, mais on doit la conforter. Je crois que les moyens sont sur la table. On pourrait probablement toujours aller plus vite, mais c'est une étape importante qui est franchie en 2024. Et sur l'USIC, c'est 18 millions en 2024. Je tenais à le préciser, ce qui permet de répondre complètement à Nathalie Delattre. Sur les maîtres nageurs sauveteurs, je vais annoncer à Nathalie Delattre, vous savez que lorsque vous êtes ministre en charge des Outre-mer, vous vous occupez des RSMA. Bien. Et dans le cadre de la formation de mes jeunes RSMA, qui au bout de 8 mois, on leur a appris, je crois, beaucoup de choses, et je vais proposer qu'il y ait soit des BAFA, soit des BESAN, premier degré, parce que BNSSA, c'est autre chose, hein, c'est le brevet national. Ça, ce sont 2 étapes. J'ai géré une piscine étant plus jeune, donc voilà, c'est pour ça que je connais un petit peu ce genre de métier. On a un déficit considérable. Il faut profiter de l'élan des Jeux Olympiques. Je vois d'ailleurs le général Pelou bientôt, et je vais lui vendre ses formations complémentaires. Et en tout cas, moi, si on peut les projeter dans les territoires, j'en serais très heureux d'avoir la maîtrise de fondamentaux, comme on leur donne à ces jeunes du RSMA, de leur permettre d'avoir un diplôme d'animateur, de passer le permis de conduire. On a 87% de réussite sur le permis de conduire dans le cas des RSMA. D'avoir, pour ceux qui le veulent, sur la base du volontariat, un BESAN, parce que c'est tout à fait compatible, et également le brevet national de secourisme. Donc vous voyez qu'on va leur donner un panel de formation qui sera, je crois, un début de passeport pour la vie. Donc j'entends bien, c'est une vraie question. On a beau mettre des primes à la clé avec des collectivités, parce que moi je l'ai fait dans ma région. On a essayé de former 50 BESAN de surveillants de baignade en finançant complètement les formations. Très difficile. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on s'y colle tous les uns et les autres, collectivités territoriales, et que nous, on donne une impulsion. En tout cas, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer donnera son impulsion en proposant aux jeunes, dans le cadre, justement, comme je le disais à l'instant, de ces RSMA. Enfin, pour le président Buffet, alors, là, c'est une question qui est chère à mon cœur, parce que je le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, moi, je ne peux pas être dans la responsabilité d'un ministère où on met 3 fois plus de temps à sortir un projet qu'ailleurs. Et je ne leur en veux pas, je les comprends, ils n'ont pas les soutiens techniques et l'ingénierie suffisante. Il y avait déjà, je rappelle, dans le SIOM, suite à l'appel des Fort-de-France, vous savez tout ça par cœur, il y a eu ce fameux SIOM qui s'est réuni, 72 mesures, réunies sous la houlette de la Première ministre. Et ces mesures, d'ailleurs, nous avons un premier bilan d'état du SIOM de tous les territoires concernés, jeudi et vendredi. Et déjà, 10 millions d'euros avaient été mis à la clé. Et comment ça se passe? Nous passons par l'AFD, les recensements sont faits naturellement dans les territoires et en fonction des besoins des communes, on intervient. On se dirige vers quelque chose d'un peu plus formel, à la main des préfets, et je vais proposer qu'il y ait des équipes que l'on peut projeter sur des durées, 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois. Alors on va s'occuper également de l'ADEME, du CRMA, du BRGM, de la DGCL, de la NCT, enfin bref, toutes celles et tous ceux qui sont en compétence pour aider les élus des territoires ultramarins en charge des collectivités, les maires bien sûr, les collectivités territoriales, de façon à ce que ce qui est possible et ce qui est indispensable soit possible dans les meilleurs délais. Parce que plus c'est long et plus ça coûte cher, c'est une forme de découragement. J'ai assisté dans certaines grandes communes de territoires ultramarins à constater malheureusement que des projets étaient attendus depuis 10 ans. Donc nous, pour les hexagonaux, ça peut paraître quand même assez compliqué à accepter. Donc sachez qu'on va déployer des moyens considérables. On devrait être en mesure, à la fin du mois de janvier, j'ai déjà vu les acteurs à plusieurs reprises, d'avoir cette projection. Et je réunirai d'ailleurs tous les préfets dans le mois de janvier pour voir avec eux comment être le plus efficace. Avec les associations des maires me l'ont demandé dans chacun des déplacements.
Donc je serai très heureux de pouvoir rendre compte au Sénat. Je verrai d'ailleurs devant la délégation aux Outre-mer bientôt. Et quelque chose qui m'a été demandé, en tout cas, moi, je vais faire quelque chose de sur mesure. Ce n'est pas moi qui vais décider tout seul dans mon bureau, en aucun cas. On le fera bien sûr avec l'intérieur, parce que ça concerne Dominique Faure, et puisqu'on a eu l'occasion d'avoir cette conversation avec elle il y a quelques semaines. Comment, demain, on fait de la transition énergétique réussie, comment on construit mieux, comment on les accompagne plus rapidement, parce qu'il y a une complexité folle. Quand vous regardez le problème du foncier, je sais que vous connaissez cette question, quand vous regardez en Guyane ce qui se passe, il y a eu beau d'avoir la loi Letchimy, on est loin encore du compte si on veut avoir des disponibilités foncières, parce que pour construire, par définition, il faut du foncier. Et puis, deuxièmement, on a le problème des matériaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que l'adoption de la norme RUP sera un élément de complément, une brique complémentaire, c'est le cas de le dire, j'utilise ce mot à dessein, c'est-à-dire qu'on soit plus efficace. Notre volonté, c'est de consommer ces crédits. Je ne peux me satisfaire d'avoir des crédits qu'on ne consomme pas. Juste un dernier mot, si vous m'autorisez, Monsieur le Président, pour les fonds européens, et je terminerai là-dessus, si vous m'autorisez également. Là, nous étions un peu les derniers de la classe, hein, voilà, disons-le. On est remonté assez fortement. Je vous invite à regarder le taux de consommation dans les territoires ultramarins, qui a beaucoup progressé. Et je crois qu'on peut s'appliquer ça à l'Hexagone. C'est toujours dommage de faire avoir des enveloppes et le dégagement d'office qui repart à Bruxelles. Donc, en tout cas, cette demande d'ingénierie, et je suis tout à fait à l'écoute de ce que me dira le Sénat. L'Assemblée va apporter sa contribution. Je serai dans le groupe dans quelques jours, ici même, et prêt à entendre vos préconisations pour que l'on soit capable d'être les plus efficaces possibles pour mieux accompagner les territoires ultramarins. Voilà, Madame, Messieurs les sénateurs. Peut-être un dernier mot. Les violences sur les élus, puisque la question m'a été posée, donc je rappelais la loi du 7 juillet. Je rappelais aussi que, ça y est, on avait baissé le seuil, augmenté le seuil de 3 500 à 10 000 habitants pour la protection juridique proposée pour les élus. Et enfin, je rappelle qu'il y a des opérations de contact de proximité qui sont conduites par la gendarmerie nationale pour faire des sensibilisations de manière à ce que rien ne reste impuni. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion, à la demande de Gérald Darmanin, d'animer une association des maires dans un département de ma région. Et c'est ce message que j'ai déployé, relayé par les maires. Et là, c'est vous, en particulier les sénateurs et les maires, doivent savoir que nous ne laisserons rien passer. Croyez-le bien, les consignes très fermes ont été données au commissariat, ont été données aux gendarmeries de proximité et en lien très étroit avec la place Beauvau, de manière à ce que toucher à un maire, toucher à un élu, c'est toucher à la République et on ne le laissera pas faire. Monsieur le ministre, Mme Kuckerman, présidente. Oui, je vous remercie. Non, peut-être simplement parce que soit ma question était mal formulée, soit je n'ai pas compris votre réponse. Peut-être pour préciser, ma question portait bien sur la certification des comptes de l'identité numérique dans quelques communes volontaires aujourd'hui et non sur la certification des comptes budgétaires et comptables des collectivités territoriales. Mais on interpellera les services pour avoir les données plus précises. Moi, je souhaitais revenir sur les propos que vous avez eus, à la fois sur les normes et sur le fond vert. D'abord parce qu'effectivement, on est... Voilà, ça fait des années qu'on le dit, face à une inflation de normes, y compris avec une contradiction individuelle et collective que nous avons toutes et tous, c'est-à-dire d'un côté à toujours vouloir apporter plus de sécurisation à l'initiative publique, qui inévitablement génère des normes, et en même temps demandant à ce qu'il y ait moins de normes pour faciliter l'initiative publique sur les territoires. Donc je le pointe, mais je crois que c'est effectivement en tout cas une vraie question à travailler avec beaucoup d'intelligence, parce que dans le ras-le-bol des maires, il y a aussi cela. Il y a bien évidemment, et je n'y reviens pas, vous venez de finir vos propos sur ça, toute la question des agressions, menaces de différents ordres. Et heureusement, ce n'est pas systématiquement le pire à l'encontre des élus, mais en tout cas qui se génère. Mais c'est aussi un sentiment parfois un peu d'une camisole qui empêche toute action, toute initiative par une multiplication de normes, et qui d'ailleurs ne sont pas que le fruit de la loi et qui viennent de différents secteurs, activités, etc. Sur le fond vert, alors, on me dirait, c'est peut-être plus à M. Béchu qu'il faut poser la question, mais moi, je veux attirer l'attention, parce que nous avions eu le débat ici en commission des lois quand nous avions auditionné Christophe Béchu il y a à peu près un an. Ça devait être d'une grande simplicité, d'une grande facilité. Je crois qu'on peut se le dire, et j'entends les efforts budgétaires que vous entendez mettre pour cette année. C'est pas tout à fait d'une grande simplicité dans la formalisation des dossiers à déposer. Et puis on se rend compte qu'il y a plusieurs volets, donc on ne sait pas et comment, dans quel cadre. On se rend compte également
et puisqu'on parle de normes et de simplification, que ce qui est quand même exceptionnel dans notre pays, c'est qu'il faut faire un dossier qui peut être commun des ETR ou des CIL, mais il en faut un autre différent encore sur le fonds vert. Je vous passe quand même les demandes d'expertise de gains énergétiques sur des bâtiments des années 80 sur lesquels il n'y a eu aucun travaux, et donc tout le monde sait aujourd'hui que c'est des passoires énergétiques. Donc on demande... outre le coût que ça génère, on demande des expertises dont on sait très bien que les moindres travaux qui vont être faits vont être performants dans les gains énergétiques. Donc moi, je vous invite quand même aussi, là, pour le coup, à revoir côté État peut-être un peu de simplification. Et puis, moi, j'attire votre attention, c'est-à-dire que nous avons, dans un certain nombre de départements, des dossiers où, justement, parce que comme c'était censé être tellement simple et facile, il y a eu, pour le coup, un très bon service après-vente fait par les préfets et les sous-préfets, peut-être d'ailleurs un peu trop, et avec quelques déconvenus qui sont tombés au mois de juin et au mois de juillet sur un certain nombre de communes qui n'ont pas été éligibles sur des dossiers, en tout cas qui nécessitent interprétation. Est-ce que c'est par manque de financement? Est-ce que c'est parce que ça ne rentrait pas dans la bonne case, au bon endroit? Je ne rentre même pas dans ce sujet-là. Je crois qu'effectivement, c'est en tout cas un fonds qui peut amener du souffle, amener de la capacité à faire dans nos départements. Encore faut-il que ça ne devienne pas, avec le temps, une forme d'usine à gaz qui empêcherait justement cette réactivité et cette simplicité tant attendue et en tout cas mise en avant il y a maintenant un an au lancement du fonds vert dans le cadre du précédent projet de loi de finances. Merci madame. Monsieur le ministre, vous voulez la parole? Merci monsieur le président. La première chose, madame la sénatrice, sur les normes, je pense que lorsqu'on a été élu local à un moment ou à un autre, franchement, et qu'on y a été confronté, il y a un vrai sujet. On ne va pas se raconter l'histoire. Et j'ai insisté tout à l'heure pour dire, et je pense que la volonté de la Première ministre de faire en sorte qu'on ne traite pas les territoires ultramarins comme on traite l'Hexagone est aussi un élément de réponse. Voilà, je voulais le souligner. Donc il y a Eric Woerth qui va se voir confier une très belle mission. Je pense que son expertise de président de la Commission des Finances, d'ancien ministre du Budget et surtout d'élu local le qualifie, me semble-t-il, pour faire un rapport qui ne sera pas un rapport de complaisance et qui permettra, je suis persuadé, d'éclairer le gouvernement sur les choix qu'il aura à faire. En tout cas, je ne suis pas inquiet une seconde et je crois que ce sera un outil indispensable pour être plus efficace par rapport à ces normes souvent incomprises. D'autant plus que nous, les législateurs, enfin, vous voyez, je me sens encore un peu législateur, quelquefois on a légiféré alors que l'application même n'était pas toujours parfaite au Parlement et qu'elle pouvait l'être imposée dans les communes. Voilà, donc vraiment, je suis tout à fait confiant. Sur les fonds verts, je n'étais pas encore ministre, j'étais député lorsque je suis allé faire le tour des communes pour expliquer comment ça marchait. Accordez-moi qu'il y a eu beaucoup de souplesse qui a été donnée. On a rempli les dossiers en ligne de façon extrêmement simple. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et il y a eu une vraie consommation. Et je sais qu'il y a eu des déceptions. Pourtant, on a mis 2 milliards d'euros sur la table. Je vous ai dit qu'on allait mettre 2,4 milliards l'année prochaine. 2,5 milliards, pardon. Donc, c'était un effort substantiel. Et il est vrai que certains sont arrivés un peu plus tard. Mais malheureusement, c'est tous les appels à projets, ça se passe comme ça. Faut toujours être un peu... Vous savez très bien que lorsqu'on est local, il faut toujours avoir 3 projets dans le tiroir, de manière à être prêt à les sortir le moment venu. C'est un gage d'efficacité pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Mais quand même, sur les autres outils de ETR, des CIL, j'entends bien ce que vous me dites, mais il va y avoir des instructions qui vont venir, d'après ce que dit le cabinet de Dominique Faure, et donc je félicite si ça va dans ce sens-là, c'est qu'il puisse y avoir des instructions communes sur tous ces outils. Nous, on arrive à le faire dans le département, j'imagine, quand le parlementaire vous le faites, c'est qu'on voit comment on fait la meilleure articulation possible. Les 2 ETR, c'est plutôt des projets un petit peu plus petits, comme vous savez, il y a la règle des 150 000 euros, moins de 150 000 euros avec une décision qui est un peu à la main de l'État, et puis c'est puis les grands projets par la fameuse commission de ETR, et puis les déciles avec, quelquefois, en plus, il y a des fléchages, comme vous savez, c'est une enveloppe régionale qui est délocalisée et qui est envoyée sur les départements. En tout cas, il va y avoir des instructions qui seront de plus en plus simultanées, je peux vous dire, pour des dossiers qui ont été portés à ma connaissance, et je crois que ça, c'est un gage d'utilisation importante. Et puis, Dominique Faure a lancé quelque chose dont
auquel je sais qu'elle est très attachée, c'est la simplification administrative là-dessus, parce que je crois qu'il faut qu'on simplifie les choses, qu'il y ait une note de présentation, très bien, un budget consolidé, parfait, mais de l'ordre d'écrire 10 pages, certainement pas. C'est le sens de ce que ma collègue ministre, et en tout cas, elle trouvera avec moi un avocat général permanent, parce que j'ai tellement croulé sous les demandes compliquées que plus ça sera efficace. Et puis d'ailleurs, quelque part, je termine juste là-dessus, c'est une forme de crédibilité vis-à-vis de l'action publique. Parce qu'on demande souvent est-ce que ça sert, je monte un dossier, parce que voilà. Et à un moment, il y a eu beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt. Là, je reconnais que le gouvernement, par les décisions qui ont été prises au niveau du ministère de l'Intérieur, ont plutôt eu tendance à simplifier les choses, parce que lorsque vous avez trop d'appels à manifestation d'intérêt dans différents compartiments ministériels qui s'entassent les uns au-dessus des autres, au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. Et ça, là encore, ça nuit encore à l'efficacité locale. Voilà. Et enfin, sur la certification des comptes, vous avez fait référence. Moi, je crois que c'est bien qu'on aille vers, mais pas à marche forcée, sur la base du volontariat, mais qu'on arrive à cette qualité de certification des comptes, qui est aussi, je le disais tout à l'heure, un gage de confiance vis-à-vis de concitoyens qui sont toujours plus demandeurs, et c'est normal, puis les moyens numériques sont là, donc ils peuvent tout consulter, et le fait d'avoir un agrément à un moment ou à un autre, mais moi je ne prends pas du tout ombrage du fait qu'il puisse y avoir une observance qui soit faite sur telle ou telle disposition, même s'il y a une administration des collectivités territoriales. Comme je disais, les maires sont aussi des agents de l'État par définition, donc on doit, comme on vit aussi de beaucoup de financements publics, eh bien, rendre des comptes. Et rendre des comptes, c'est un gage de démocratie, et moi je tiens à cette démocratie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le ministre. J'avais une question, malheureusement je l'ai oubliée, à laquelle vos propos avaient attiré mon attention. Oui, c'était sur la protection des maires et le statut des élus. Madame la ministre, Madame Faure, nous avait annoncé un texte. Savez-vous à quelle date il sera effectivement déposé? Sachant que nous avons voté ici, il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, un texte sur la protection également des élus, issu d'une PPL, et dont on nous dit, on croit comprendre, qu'elle sera présentée également à l'Assemblée nationale au mois de janvier. Alors, qu'en est-il? Votre cabinet va nous dire les dates précises. Si le président m'y autorise une incertitude dans la date, parce que mais je vois que je peux probablement avoir un renfort qui va me gagner du temps. Comme vous savez, Monsieur le Président, les textes, par moment, on me dit que les travaux de la CNDL, c'est le 7 novembre, et que le texte devrait être dans les 6 premiers mois de l'année 2024. D'accord. Oui, moi je vais vous faire clair. Hein. Le texte sur l'immigration arrive le 11 décembre. A priori, j'imagine qu'il y a une petite trêve au mois de Noël ici, comme elle se passe à l'Assemblée. Donc je ne sais pas si nous aurons terminé. Nous ne sommes pas, comme vous savez, dans un temps législatif programmé. C'est le boulot du président. Vous savez que par définition, le Parlement est libre de l'organisation de ses travaux. Donc il y a eu une concomitance à la fois d'audition à l'Assemblée et au Sénat. C'est pour ça que je suis... Tout à fait transparent. Le ministre nous avait informé de son indisponibilité récemment du fait qu'il était retenu à l'Assemblée nationale. Ah, bon, bien, donc merci, Monsieur le Président. En tout cas, oui, vous dire que début janvier, on a un petit peu de textes qui arrivent à l'Assemblée. On a également le projet de loi Mayotte sur lequel on aura à discuter avec les parlementaires. Donc voilà, je pense que le calibre de 6 premiers mois de l'année 2024 me paraît plutôt bien, sachant qu'on a également un texte sur le logement qui est en cours de préparation, loi de programmation agricole. Donc voilà, c'est normal. Chacun des départements ministériels essaye de voir comment il peut prendre rang, mais je ne prends pas trop de risques en disant que le premier semestre 2024 devrait permettre, Monsieur le Président, d'accueillir ce texte dont vous parliez à l'instant. Parfait. Merci. Pas d'autres questions? Il reste à vous remercier, Monsieur le Ministre, de votre temps passé devant la Commission. Très bientôt.